je suis ici avec Sylvain Pichette de Stable 33.33. Il est au salon pour présenter sa nouvelle table, la 33.2. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, pourquoi des tables tournantes? En fait, moi, je suis quelqu'un qui adore la mécanique. Moi, j'aime les choses qui bougent, j'aime comprendre comment ce qui bouge, pourquoi, puis j'aime l'audio depuis que je suis tout petit. Je me souviens, j'étais après souper avec ma conjointe. On se demandait depuis plusieurs jours comment est-ce qu'on va appeler le nom de la compagnie. Finalement, tout revenait toujours à la stabilité. Pourquoi une table aussi lourde? Pourquoi un plateau aussi lourd? Pourquoi 3 moteurs? Pourquoi? C'était toujours en fait en fonction de la stabilité. Puis quand j'ai fait le déclic, ça commençait par un S comme Sylvain. Puis qu'en fait, stabilité, il y avait table dedans, qui est table en anglais. Stable, si on peut revirer anglais, français, ça s'écrit toujours pareil. On a dit, ben c'est ça. Ça, la 33.1, c'était pas votre première table tournante que vous avez réalisée. Vous en avez réalisé d'autres auparavant. C'est ça. Première table tournante, tout était couplé ensemble. Les moteurs étaient dans des boîtiers attachés à la structure. Je l'avais présenté ici en 2009. Mais en fait, en 2004, j'ai contacté pour la première fois la revue TED, en fait, Franco Mongiol. Je le contacte, puis je lui dis au téléphone, écoutez, moi, je suis de Gatineau, je suis pas un ingénieur, je suis un ingénieux. J'ai décidé de me fabriquer ma table tournante. Je trouve que ça fonctionne bien. Puis tout de suite, Franco n'a pas hésité. Il dit ben nous, on encourage le savoir-faire québécois. Envoyez-nous de la documentation, des photos, on va vous faire une page dans la revue. Fait que là, je sentais que je venais de faire ma place. Même si c'est un produit artisanal, c'est absolument pas du n'importe quoi. La première chose qui frappe, en fait, dès qu'on arrive et qu'on voit un de vos produits, c'est la qualité impeccable du produit. C'est le fini qui est toujours parfait. Vous disiez que vous étiez machiniste de formation. Ça paraît. Tout est beau, tout est toujours bien packagé. L'objet est superbe. Donc, on allie la forme parfaite et épuré avec une fonction qui est très pratique. Exactement. Toutes les pièces qui constituent la table, ou que ce soit le plateau de transit, ou que ce soit le poids lui-même, parce qu'on a un poids aussi qu'on appelle le SP Contact. Donc, SP pour Sylvain Pichette, parce qu'on a mis le logo de Sylvain, il a en fait les initiales de mon nom, SP sur le dessus du poids, gravé à même la pièce, mais aussi Contact, parce que c'est le premier contact que j'ai eu avec les tables tournantes que je fabrique. Puis, ça établit un contact entre le vinyle et le plateau. Mais quand je dis premier contact, c'est avant même de faire ma première table tournante, la première pièce que j'ai faite, c'est un poids en titanium que j'utilise encore aujourd'hui qui pèse 1 kg, qui est 10 % plus gros que celui que le monde connaisse, mais qui est en fait la première pièce que j'ai faite avant même de fabriquer la table tournante. Je suis allé un petit peu à l'envers. Moi, supposons, là, j'ai jamais entendu parler de ça. Je comprends le plateau de transit, c'est vraiment génial. Donc, ça veut dire, moi, je me retrouve toujours avec un disque, ou des fois, c'est le deuxième disque dans une série, puis il faut que tu sortes le premier pour aller chercher le deuxième, puis donc c'est très pratique, je comprends. Mais un poids, pourquoi? Ouais. En fait, le poids stabilisateur, il y a le poids stabilisateur, puis il y a aussi il y a aussi ceux qu'on appelle, désolé pour le terme, mais un clamp. Celui-là, en fait, va procéder de façon mécanique pour aller presser le vinyle contre le plateau. Le poids stabilisateur, ce qui fait un petit peu peur au monde souvent, c'est le fait qu'on rajoute un poids sur la table. Mais le but est le même, que ce soit un ou l'autre, le but est d'aller faire un bon couplage entre le vinyle et le plateau. Quand l'aiguille est en contact avec le vinyle, on lit la musique, c'est les mouvements de l'aiguille, c'est la vibration qui est amplifiée. Mais on génère aussi des résonances à travers la structure et le vinyle lui-même. Ces résonances-là, s'ils ne sont pas dissipées à travers la structure, il faut forcément revenir à l'aiguille. Quand on essaie de mettre un système de son en place de façon à aller chercher la profondeur, la transparence, l'effet 3D, on va aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher du son. Si on a un enregistrement live devant nous, par exemple, une salle avec plusieurs instruments, des petits tambours qui sont à différents endroits, on veut être capable de percevoir ça. Donc, le poids stabilisateur, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va enlever un petit peu cet effet de feedback-là, ce son-là, ces résonances-là qui reviennent, qu'on ne veut pas, souvent qu'on ne se rend pas compte, mais quand on les enlève, on se ferme les yeux et on se dit, là, je suis dans la salle, là, je vois la différence. Donc, c'est un petit peu le même combat qu'il y a entre la table tournante qui va avoir un plateau qui est quand même assez massif dans le cas de vos plateaux. Et on va mettre le disque par-dessus. Et ensuite, on ajoute un poids dessus de façon à bien coupler le tout ensemble, à en faire une unité, dans le fond. Exactement, c'est ça. Puis il y a des plateaux dans différents matériaux. Moi, mon plateau, je l'ai fait en acrylique. Les propriétés de dissipation des résonances de l'acrylique sont
très, très, très similaires à ceux du vinyle lui-même. Donc, si on vient les toucher ensemble, si on vient les coupler, les résonances qui se déplacent dans le vinyle, plutôt que de rebondir sur le plateau et revenir, vont traverser le plateau, vont aller dans la structure de la table tournante. On voit enfin votre table tournante, la 33.2. Qu'est-ce qui vous rend si passionné de faire cette table-là en particulier? Bon, passionné, ben oui, j'aime beaucoup les tables tournantes, j'aime la musique. En fait, j'aime faire plein de choses. Hein. La volonté de faire une deuxième table tournante était là depuis très longtemps. Fait que là, ce qui m'a poussé à la faire, c'est que l'an passé, quand j'ai présenté la Stable 1, la 33.1, qui était la première table que je présentais en tant que Stable 33.33, je vois que j'ai piqué la curiosité du monde. Puis j'étais une jeune compagnie qui apparaissait au Salon de l'Audio en 2018 avec un an seulement de compagnie enregistrée. Puis à ce moment-là, je me suis dit, j'ai de l'expertise depuis longtemps, je dois faire comprendre ça au monde. Puis, je dois aussi répondre à la demande qui est une table tournante qui va être une milieu de gamme que plus de personnes peuvent se permettre. Donc, moi, en tant que machiniste et artisan, parce que c'est un travail d'artiste aussi, j'aime ça, ne pas tenir compte des contraintes de l'industrie. Si je veux mettre 80 pièces et plus qui sont usinées avec plusieurs étapes dans une table tournante, je vais le faire. Si je veux mettre du titanium, des matériaux difficiles à travailler, je vais le faire. Donc, on va se retrouver avec un produit que les personnes qui disent « moi, je veux vraiment un produit à l'image de l'artiste qui le fait », en fait, je vais créer une demande pour ça. La Stable 33.1 est un petit peu à cette hauteur-là. Mais la Stable 33.2, elle, en fait, c'est une continuité de la 33.1. Et puis, j'ai essayé de coupler plusieurs pièces mobiles à une pièce centrale, puis de garder quand même les mêmes valeurs de construction. Est-ce que vous avez encore 3 moteurs dessus? Non, la Stable 33.2 a un moteur de 7,5 watts, donc elle démarre toute seule. Puis je l'ai mis à l'arrière, le plus loin possible du bras. Il est découplé de la structure, mais question de préserver la fonction de répartir les forces. J'ai des boîtiers à l'avant que j'appelle des modules de tension. Ces boîtiers-là, à l'avant, sont répartis encore à 120 degrés chaque côté, avec chacun leur courroie, de façon encore à répartir les tensions puis offrir un produit avec la même partie principale qui est l'axe de rotation, le bearing, avec 3 pouces de portance, donc une très longue portance, un demi-pouce de diamètre avec une tolérance serrée, un gap d'huile encore constant qui est maintenu par la traction sur trois axes différents. Mais là, vous l'avez fait en bois cette fois-ci? Celle-là est en bois, est en kumuru, c'est un bois du Brésil, kumuru rouge, très très dense, très dur. En fait, c'est un laminage de plusieurs couches. Puis chaque couche est un axe de 15 degrés. Si on imagine que la première couche, par hasard, se mettrait à fendre, elle ne viendra pas chercher la deuxième couche. Il y a un petit axe de 15 degrés, puis ça vient protéger justement le collage jusqu'en haut. Mais c'est un bois qui est utilisé dans des milieux très hostiles par rapport à l'eau, par rapport à l'humidité. C'est pas un bois qui travaille, c'est pas un bois qui fend, c'est très, très résistant. Il est très beau aussi. Oui, c'est un beau bois. En fait, je fais un petit peu la continuité du bois lui-même sur les modules qui est le moteur et les modules de tension. Il y a un petit plaquage sur le dessus qui vient faire la continuité du bois. Et puis, quelle sorte de bras que vous mettez sur la table? Le bras sur la table, c'est un Gelco. En fait, moi, ce que j'ai mis dessus pour la présentation, c'est le 750 qui est un bras de 12 pouces. La table peut recevoir les bras de 9 à 12 pouces. À part, en fait, à 215 mm, de façon à recevoir le Gelco de 9 pouces. Puis, au moment de la livraison, on a la possibilité de discuter quel bras est-ce qu'on veut avoir avec quelle cartouche. L'autre chose importante avec cette table-là aussi, c'est que j'ai apporté un point que je voulais depuis longtemps, qui est un lève-bras. Et en fait, on pourrait appeler ça un pause-play. Ça offre l'option à une table tournante de mettre la musique à pause ou de la redémarrer, peu importe où ce que le bras est rendu sur le vinyle. Ce qui veut dire que, par exemple, la situation où ce que tout le monde vit, le début, la première chanson sur un vinyle, le monde va placer leurs bras, ils vont aligner l'aiguille, la cartouche, ils vont activer le petit levier, puis là, c'est toujours un temps restreint pour se rendre à son point d'écoute, ajuster le volume, puis espérer ne pas manquer le début de la chanson. Puis même si on ne manque pas le début, on s'est quand même dépêché. C'est une situation qui est toujours rapide.
Donc, avec ce que moi j'apporte, ça offre la possibilité de placer le bras environ où ce qu'on veut, démarrer la musique, puis à ce moment-là, d'aller s'asseoir, ajuster le volume si on a besoin, puis descendre le bras quand on est prêt. Ça, c'est quand même un système que l'aiguille va tomber sur le disque, donc j'imagine que ça pourrait peut-être endommager le disque ou l'aiguille? Non, en fait, ça descend pas plus rapide que le système conventionnel. C'est très léger comme mouvement. C'est très doux. Il n'y a aucun problème, aucun danger. Et même si on a un anti-skating assez élevé, il n'y a pas de déplacement non plus qui se fait? Non, il n'y a pas de déplacement. La musique, si elle est arrêtée, si elle est interrompue, en fait, le système va lever le bras. Puis quand on remet la musique, ça recommence au même endroit exactement. En fait, c'est les mêmes conditions que si on le faisait de la façon conventionnelle, avec le petit levier à la base du bras. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce système-là est fait avec des pièces qui ont été choisies. C'est des pièces de haute qualité. C'est des pièces qu'on ne retrouve pas dans la plupart des mécanismes qui sont offerts au public. Normalement, c'est des pièces qui sont considérées pour l'industrie, pour des mouvements répétitifs à long terme, avec beaucoup de précision. Donc, ce type de pièces-là dans le mécanisme font en fait que je peux partir du point A, qui est le moteur, un petit moteur sans friction, un brushless, un moteur en fait sans entretien, qui va se rendre de A à B, qui est le point où on veut lever le bras avec zéro lousse. Donc, à ce moment-là, quand on n'a pas de lousse, quand on n'a pas de mouvement de retour, on a des pièces qui vont durer longtemps. Si jamais je voulais acheter une 33.2 pour moi, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est de prendre contact avec la compagnie Stable 33.33. Les informations par rapport à tout ce qui est en lien avec cette table-là vont suivre sur le site web, qui malheureusement présentement n'est pas à jour. On en est conscient. Puis c'est de parler, en fait, de parler des délais de livraison, de voir qu'est-ce que vous voulez sur votre table. Parce que nous, en fait, oui, on voudrait être capable d'offrir des tables, faire des tables, puis les offrir, ou quand le client veut une, il vient la chercher, puis c'est prêt. Mais la mentalité de Stable 33.33, c'est plutôt de faire votre table. Donc nous, on ne fait pas des tables, on fait votre table. Fait qu'imaginez que vous voulez rénover votre cuisine à la maison. Bien, vous allez vous asseoir avec celui qui va faire votre cuisine. Vous allez parler des options. Vous allez construire votre cuisine, la dessiner. Puis après, vous allez vous la faire livrer. Donc, vous êtes conscient qu'il y a un délai de livraison pour arriver à une cuisine qui est selon vos besoins. Donc, la Stable 33.2, c'est une table qu'on peut livrer avec quelques changements. Puis, à ce moment-là, ça vaut la peine d'être prêt à attendre un petit peu pour que ce soit votre table. Les délais de livraison, c'est environ quoi? Les délais de livraison, pour l'instant, sont de 3 mois. Le but est d'aller se construire un inventaire de pièces. C'est quand même une table qui vient d'apparaître, mais faire un inventaire de pièces de façon à pouvoir répondre plus vite à la demande. Sylvain Pichette, merci beaucoup. Merci.